11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Qui c'est? Et on prend le téléphone. Écoutez, faites très attention. Tu que tu as collé? C'est bon, bon. Alors moi, il m'épate. C'est cela, oui. Pour les concours, il paraît que j'ai tout pour. J'ai toujours tout gagné, mais ça m'a rien donné. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ici, voici le 6e bulletin d'information. Les chroniques de PVL sur RJR. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de PVL. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer plusieurs rencontres dans cette émission. Tout d'abord pour la partie musicale, nous serons accompagnés par la belle et magnifique voix de Leila Martial pour son album Babel. En ce qui concerne nos invités, nous aurons Alizé Meurice dans une première partie pour son roman Ataraxia, un roman bien particulier, maniant à la fois la science-fiction, l'imaginaire, le merveilleux. Je vous laisse deviner en sa compagnie. Et puis nous parlerons, pour terminer un tout petit peu dans le temps qui nous reste, des éditions Pulp French dont on avait déjà parlé. On parlera des nouveautés qui sont arrivées ou vont venir. Tout de suite, je vous propose donc de retrouver notre premier invité. Alizé Meurice, bonjour. Bonjour. C'est votre premier roman ou vous aviez déjà commis d'autres choses avant, mis à part des œuvres d'art, je crois que vous découpez dans les journaux les stars pour les recoller. Non, je plaisante, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous êtes artiste plasticienne. Oui, je dessine pas mal, je peins un peu, je fais des collages aussi, oui c'est vrai, mais j'ai effectivement publié déjà, c'est mon 4e roman. Tous dans la même veine, moi je vous découvre avec celui-là, qui est un peu un roman spécial, on va dire. Tout à fait, en fait ils sont tous assez différents, je pense qu'à chaque fois il y a des règles du jeu qui s'imposent et qui font partie, en fait la genèse fait vraiment partie de la forme du livre. Du coup ils sont tous un peu différents, mais c'est vrai que déjà dans le précédent il commençait à y avoir un peu de science-fiction. Ouais. Pourquoi la SF? Alors ce qui est déjà... on le pense rare chez une femme, alors qu'on s'est aperçu que, moi j'en ai lu beaucoup, qu'elles écrivaient autrefois sur un nom d'homme, aujourd'hui elles prennent leur propre nom, et qu'il y a de nombreux auteurs de science-fiction féminine ou de fiction merveilleuse. Mais pourquoi la fiction ? Pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'on est à la fois dans la fiction, mais on est aussi à la fois un regard sur la société. Tout à fait, mais je pense que c'est science-fiction entre guillemets, parce que pour moi c'est surtout une approche poétique en fait de la réalité. Donc c'est surtout cette esthétique qui m'intéresse plus que la science à proprement parler. Parce qu'on est quand même dans une écriture spécifique. Qui n'est pas inintéressante, qui est aussi votre propre style, c'est ça justement qui est intéressant, qui relève, on va dire, à la fois de l'art du roman, à la fois du documentaire, puisqu'on a des petites intermèdes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où on a des notions sur le caducée, sur Mélusine, sur la Gorgone, etc., les sirènes, et puis aussi de la poésie à l'intérieur, avec une écriture plutôt poétique.
Oui, alors en fait, il y a une construction qui est assez éclatée comme ça, mais qui emprunte en fait sa structure, je dirais, à la toile, donc au réseau, que ce soit le réseau de neurones ou le réseau Internet, et à la fois la toile d'araignée aussi. Donc il y a des niveaux de sens qui se tissent comme ça à travers le texte, qui donnent une épaisseur en fait, avec des jeux d'écho, des choses comme ça qui permettent d'avancer de manière pas forcément linéaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un niveau narratif linéaire, mais il y a aussi quelque chose étapes, qui se passe comme ça, de manière verticale. Et pas la toile de peinture aussi, avec ses couleurs et ces formes qu'on découvre avec ce qu'on découvre en premier, puisque notre regard va aussi aller chercher après. Tout à fait, je pense que c'est assez juste de dire que le fait que je travaille aussi en art visuel, ça informe ma manière d'écrire, je suppose. Ouais. C'est juste, oui. C'est conscient ou inconscient ? Inconscient, je pense, oui. C'est un style qui s'est fait tout seul ou qui s'est forgé au fur et à mesure des 4 romans que vous avez peaufinés, que vous avez, puisqu'on est sur le style. Oui, ça se forge petit à petit. Là, par exemple, pour ce livre, c'est la première fois que j'écris un roman à la 3e personne. Parce que c'est vrai que même si j'ai jamais fait de l'autobiographique, pour moi, c'était beaucoup plus facile de pénétrer directement à l'intérieur d'un personnage, de me mettre dans sa peau et de trouver une voix, en fait. Et là, la construction s'est faite plus à l'écart, plus comme quelqu'un qui a un regard caméra. Et du coup, c'était très différent. Mais à chaque fois, il y a une genèse qui est bien spécifique. Alors, en même temps, on a l'impression que c'est un univers qui est notre univers demain, c'est-à-dire qu'un univers de science-fiction inventé qui pourrait devenir un univers possible. De nombreux auteurs ont imaginé des utopies à venir et qui se sont révélées plus ou moins justes. Et c'est aussi, moi j'ai trouvé à l'intérieur, quand on enlève ce côté de SF, un regard très juste et très pessimiste sur notre époque. Peut-être, oui, je pense que c'est pas du tout quelque chose qui essaye d'être un calque vraiment qui serait comme ça premier degré sur la société d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas vocation à être univoque pour moi. Mais ça pose des questions en fait, donc c'est plutôt, je dirais, une portée philosophique et du coup qui adresse forcément la société d'aujourd'hui et les gens d'aujourd'hui. Je pense que ce qui se joue à l'intérieur de ce livre, c'est pas du tout de transmettre un message, mais plutôt de renvoyer le lecteur face à lui-même et au fait que on est perpétuellement en train de négocier avec notre propre conscience et d'essayer de faire exister nos idéaux dans une société qui nous dépasse complètement. Oui. Et qui se déshumanise de plus en plus. Oui, peut-être, oui. Par exemple, pour paraphraser Tarkovsky, il faut qu'il y ait une tension, en fait. Et l'artiste n'existerait pas dans un monde parfait. Du coup, parce que si le monde était parfait et que l'artiste pouvait actualiser l'harmonie, il ne serait plus dans une recherche. Et du coup, oui, l'art naît de cette tension vers l'harmonie de la faille, en fait. La faille du désir de réconcilier toutes nos contradictions et toutes les... Oui. La vie aussi, je dirais. La vie, le chemin d'existence, c'est ça. Les paradoxes, c'est nos rêves qu'on a quand on est jeune, qu'on essaye de maintenir, qui se perdent, qui se retrouvent, qu'on change. C'est apprendre à vivre avec l'autre et avec l'image qu'on en a, mais qui va se révéler au fur et à mesure de l'existence qu'on aura côte à côte ou pas. C'est tout ça, quoi. C'est ces petites choses qui font qu'on doit former ce grand tout qu'est l'existence. Oui, on est parcouru, en fait, de tout un tas de tensions, de pulsions qui partent, voilà, qui sont pas forcément dans un seul sens, quoi. On part dans tous les sens, comme une sorte d'explosion. Et d'ailleurs, puisque vous parliez de l'art, l'art est à l'intérieur du roman, avec, je crois que c'est Padré, Cédorus et Natacha.
qui refont sans cesse Casablanca à l'identique. Et là aussi, il y a cette idée, comme vous dites, de l'art sans faille, de l'art qui se reproduit éternellement sans erreur. Oui, en fait, c'est ça. Finalement, la mort de l'art, c'est ça. C'est la reproduction sans faille et sans risque, du coup. Quand il devient ronronnant. Exactement, ouais. Et quand tout le monde essaye de faire ce qui a marché pour l'autre. Exactement, c'est-à-dire on prend, voilà, si ça a marché, c'est bon, c'est une recette bien huilée. Et du coup, on perd quelque chose. Et on en oublie que les artistes qui ont fait évoluer l'art sont ceux qui sont sortis des créneaux. Quand, je crois que c'est Sisley sort avec Pointillis, ou Monet, ou Manet, ou Gauguin, quand ils cherchent une autre forme, et ils sont traités au début d'ailleurs de Berlune, marginaux. Oui, je pense qu'il y a toujours une naissance qui est un peu douloureuse, quoi, qui, comme ça... Et après, on s'aperçoit combien ils avaient marqué l'art, quoi. C'est un peu la trace que vous voudriez laisser en tant qu'artiste. Oh, bah, j'adorerais, bien sûr, mais après, c'est pas à moi de décider. Mais au moins, dans le roman, vous bousculez un peu les choses. Vous ne prenez pas le chemin que tout le monde prend, quoi. Non, mais c'est pas... Mais c'est bien. Hein. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un désir... De tout bousculer, je veux dire, c'est pas une posture, c'est vraiment le livre qui se construit comme ça, parce qu'il a sa propre logique intérieure qui existe comme ça, c'est une... Non, il n'y a pas, oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas chez vous, comme il pourrait y avoir chez certains, la volonté de bousculer et de dire moi je sors des créneaux pour bousculer. Vous, c'est parce que l'histoire et ce que vous avez à dire prend ce chemin-là. Oui, je pense en tout cas, vraiment... Mais du coup, il bouscule quand même... C'est pas polémique pour être polémique, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais je sais même pas si c'est de la polémique. Je crois que... il offre un autre chemin. Oui. Plus qu'une polémique ou qu'une... il cherche pas le conflit, quoi. Non, mais c'est vraiment... Oui. D'ailleurs... Ça me convient, ce que vous dites, c'est gentil. Certains de vos personnages ne cherchent pas le conflit. Non. Dorus, je crois que c'est Dorus. Darius. Hein. Darius, voilà. Ne cherche pas le conflit, lui. Non, justement. Il est même assez... Il est funambule, en fait, ouais. sur cette ligne entre compromis et compromission qui est vraiment difficile à négocier pour lui, oui. Et d'ailleurs, on voit que entre compromis et compromission, on n'arrive à rien, quoi. Ouais. On va pas dire la fin, mais il n'a pas la fin qu'il mériterait, quoi. Les chroniques de PVL sur RJR.
Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques de PVL. Je reçois aujourd'hui Alizé Meurice pour Ataraxia, un roman paru aux éditions Léo Cher. Et puis nous parlons aussi de la collection Pulp French chez vos libraires à découvrir. Et enfin pour la partie musicale, Léla Martial pour son album Babel. D'où vous est venu cet univers qui est à la fois un univers qu'on a déjà vu en science-fiction, mais qu'on a vu dans les années 60, 70, à la grande époque de la SF, qu'on ne voit plus d'ailleurs, qui a disparu, qui n'a pas été un genre majeur, qui a eu une certaine importance. THX, je ne sais plus combien de George Lucas et d'autres. Faudrait que je recherche dans ma mémoire des titres de SF, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Qui est cette société aseptisée où l'amour, les sentiments sont enlevés. Et vous allez même plus loin avec les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les enfants sont faits in vitro. Oui, et en fait, moi j'adore tout ce cinéma-là et cette littérature-là, mais je pense qu'à ma manière, j'ai essayé de la décaler ou de la dépasser légèrement en essayant de dépasser le clivage un peu tout noir, tout blanc du monde aseptisé qui serait absolument... Parfait, mais aussi... comment dire, affreux en fait, auquel on ne peut pas du tout adhérer, et les rebelles auxquels pour le coup on est censé vraiment s'identifier. Je voulais montrer que ce monde harmonieux partait de bonnes intentions, et il y a plein de choses qui sont tout à fait justes, ou en tout cas auxquelles il est possible d'adhérer, tandis que les rebelles, qui sont des humains comme vous et moi, ont quand même des méthodes on va voir auxquelles on ne peut pas, en fait. C'est pour ça que je voulais que le lecteur soit vraiment pris dans cet entre-deux, qui est une tension dans une zone grise, plutôt qu'un noir et blanc facile où il serait facile de s'identifier à un personnage, et du coup... Ce qui est le plus dur à accepter, en fin de compte, dans cette société que vous construisez, c'est l'absence du désir et du plaisir. Oui, peut-être. L'absence du plaisir, c'est pas sûr. C'est-à-dire que le plaisir prend une autre forme. Le Scrabble, revu et visité. Oui, parce qu'en fait, l'absence de trouble, qui est l'ataraxie, serait une autre forme de bien-être, en fait. Et du coup, en évitant les extrêmes, on se retrouve dans ce... Oui, parce que même la reproduction part d'un bon sentiment, quoi. Oui. Elle met aussi tout le monde à égalité. Tout à fait. Bon, après, il y a des intermarchés à bébés, quoi. Ça, c'est rigolo. À la fin, on va chercher. Moi, j'appelle ça l'intermarché. J'exagère un peu. Que ce soit l'égalité, économique aussi. Toutes ces choses-là, en fait, et même la violence, la guerre, toutes ces choses-là n'existent plus dans ce monde. Du coup, c'est quand même vraiment tendre vers l'harmonie plutôt qu'une sorte de fascisme. Une dictature qui serait vraiment... Elle n'est pas violente. Oui, c'est ça. Il y a moins, en tout cas. Évidemment, c'est glaçant, je ne le nie pas, mais peut-être de manière moins frontale. Et alors, il y a aussi cette idée comme le film qui se refait tout le temps, de la chose qui revient tout le temps, la fameuse lampe, qui tombe, qui se brise, qu'on remplace, qui tombe, qui se brise, qu'on remplace. Cette espèce de cercle éternel dans lequel on rentrerait. Mais à chaque fois, il y a un petit... Et on bouge un peu. À chaque fois, on bouge un petit peu, là, pour le coup. C'est cette répétition qui, finalement, finit par, est une accumulation. Et qui, d'ailleurs, finit, on ne dira pas par aboutir à quoi, mais qui aboutit à quelque chose qu'on n'attend pas, d'ailleurs. Oui, comme l'image aussi, il y a toute l'imagerie de la Lune, auquel répond l'imagerie de l'eau et des sirènes et tout ça. Alors, c'est très symbolique. Oui, je joue beaucoup sur ça, et je pense qu'au niveau donc, de la construction en réseau, que ce soit neurones ou Internet, il y a aussi cette recherche d'un inconscient collectif, en fait, d'une histoire qui s'écrit dans cette épaisseur-là. Dans le sens où l'histoire, vous pensez que l'histoire est déjà écrite dans l'inconscient collectif et que l'auteur va la chercher dans cet inconscient pour la rendre réelle? Elle n'est peut-être pas déjà complètement écrite. C'est vrai que c'est une idée c'était dans les années 70, on croyait beaucoup à ça. Oui, non, je dirais pas comme ça, de manière aussi littérale, l'histoire est déjà écrite, mais je pense qu'effectivement, c'est comme elle traîne. Oui, elle traîne comme un refrain, quoi.
Mais alors, il y a beaucoup de symbolique. Après, on reviendra au côté violent, parce que d'une jeune fille comme vous que j'ai en face de moi, toute fine, toute charmante, etc., vous allez quand même un peu loin, vous êtes un peu dur, on va voir après. C'est quand même... je ne sais pas si d'ailleurs je dois en parler, mais donc, alors, la symbolique de la sirène, de la femme serpent, du caducée, donc sexe, etc. Donc sexe et violence, on comprend, quoi. Oui. C'est un peu rock'n'roll d'ailleurs, hein, oui. Par certains côtés. Oui. Oui, bah oui, il y a quand même une opposition entre le côté aseptisé et le côté du coup qui va dans toute cette chercher dans toute cette boue en fait, puis enfoncer ses racines là-dedans, oui. Et c'est. Mais ça vient d'où ? C'est l'artiste, ça, ou c'est parce que la symbolique vous intéresse et vous interpelle. À la fois, je pense, quand on est artiste, elle est omniprésente. Quand on peut pas travailler sans elle. Non, oui, tout à fait. Bah, justement, même si, je pense que ce livre, il a aussi un petit côté petit théâtre intérieur, où même si dans sa vie, on peut chercher à avoir une vie harmonieuse, etc., pour créer, on est forcément obligé de laisser entrer une part de chaos. Donc oui, forcément. Et de symboles. Et de symboles, oui. Parce qu'il y en a beaucoup dedans, il y en a... Dans ce livre en particulier, oui, je pense que c'est... J'ai pas lu les autres, mais j'essaierai de voir. Moi, j'adore la symbolique. Comme vous dites, la lune, l'eau, qui n'est pas innocente, qui est quand même le lieu de l'origine, le lieu de passage aussi, entre les vivants et les morts. Tout à fait. Tout ça, c'est quand même assez... et c'est assez complexe, quoi. Avec souvent, c'est ça que j'aime bien, la symbolique qui ne s'arrête pas au premier regard, comme sur l'histoire de Mélusine, de la Gorgone, de la Méduse, visage interchangeant, qui peut être masculin, féminin, yin, yang. Il y a beaucoup de bouddhisme aussi à l'intérieur, j'ai remarqué. Oui, bah oui, c'est ça en fait, c'est vraiment d'aller chercher de manière transversale dans toute cette mythologie, cette symbolique, et de tisser, en fait, vraiment de revenir à la racine latine du mot texte, qui est un tissage, en fait. Et alors, le bouddhisme, pourquoi il est aussi présent ? C'est une pratique, ou c'est quelque chose qui vous intéresse ? C'est quelque chose qui m'intéresse, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est une philosophie qui m'intéresse. La notion du vide, par exemple, qui apparaît à un certain moment, ce vide plein, ce mou, quoi. Oui. En fait, ça correspondait assez bien à cette idée d'harmonie, de partir d'une société qui, du coup, serait... presque mortifère dans sa recherche du vide, mais qui partirait vraiment d'une philosophie très positive. C'est-à-dire que par rapport à toutes les religions, par exemple les religions bibliques, qui sont très violentes, justement. Ça, c'est l'autre côté. Ou même la mythologie grecque, qui est extrêmement violente et tout ça. C'était finalement opposer ces deux spiritualités. Et là, elle n'est pas comme une mode, parce que bien quand je ne sais pas si elle est encore de mode, elle l'a été un certain temps, où tout d'ailleurs devait être zen, macrobiotique zen, régime zen. On en parle encore un peu pour dire qu'on fait des choses plutôt qui endorment, qui rendent calme, etc. Alors que c'est pas forcément si calme que ça. J'invite les gens à méditer, diront si c'est calme. Mais là, non, là c'est vraiment, il y a vraiment, ça va en profondeur. Je suis moi-même pratiquant, c'est pour ça que je le dis. Ça va en profondeur, ça va chercher assez loin. C'est ça qui est bien, d'ailleurs, qui est intéressant, quoi. Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse, de ne pas rester en surface, en fait, de vraiment essayer de creuser les... En même temps, quand on lit que vous êtes plasticienne, ça se comprend. C'est comment réinterpréter le vide et le remplir de quelque chose. Oui, bien sûr, c'est très juste. Les chroniques de PVL sur RJR. Where
Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques de PVL. Je reçois aujourd'hui Alizé Meurice pour Ataraxia, un roman paru aux éditions Léo Cher. Et puis nous parlons aussi de la collection Pulp French chez vos libraires à découvrir. Et enfin pour la partie musicale, Léla Martial pour son album Babel. Alors maintenant on va venir un peu à votre côté Violator. Là. D'accord. Et les Exciters. Voilà, je cherchais s'ils étaient. Mais alors, pourquoi avoir basculé dans une telle violence? Parce que alors là, les violateurs, quand même, vous allez assez loin. Sont des types, si j'ai bien compris, qui pour redonner le goût au sexe et faire comprendre qu'on peut avoir des enfants naturellement, vous violent en fin de compte. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elles attrapent les filles qui sont pas naturelles et les violent. Mais alors, ce qui est terrifiant, moi je trouvais là-dedans, c'est que c'est quand même un acte violent. C'est quand même un acte où le désir est complètement absent, alors que c'est tout l'inverse que ces types-là veulent essayer de faire comprendre à cette société. En fait, je dirais que justement, c'est dire jusqu'où on peut aller pour ces idéaux. Et en fait, ils essayent pas de faire redonner goût au sexe. En fait, ils essayent juste de survivre parce que les gens donc naturels entre guillemets comme eux. Naissent de manière génétiquement non modifiée, donc naturellement un homme, une femme, voilà, qui s'envoie en l'air, quoi. Voilà. Et du coup, ils sont entre guillemets obligés de violer des non-naturels pour perpétuer leur espèce, en fait. Et c'est comme ça qu'ils justifient à leurs propres yeux et aux yeux des autres, leurs actions. Et ensuite, c'est pas forcément pour leur redonner le goût du sexe, parce qu'à chaque fois, moi, à aucun moment, les viols ne sont... Non. Ils sont pas décrits. Hein. Ils sont pas décrits, ou en tout cas pas en détail, et jamais je dis qu'une victime y prend du plaisir. Vraiment, c'est loin de là. Mais vous avez pas un peu peur que ça choque ? Moi, ça m'a pas choqué. Je suis des années 70. Si ça on a tout vu. Donc après la Maison Bleue, on est. Ça choque, pourquoi pas ? Moi, ça me gêne pas. Hein. L'art est pas censé forcément être ronronnant et faire joli au-dessus du canapé. Après, moi, je comprends qu'on va un peu à l'extrême pour montrer aussi que cette société qui rejette la violence ne peut pas la rejeter complètement. Que la violence, elle existe quand même. On ne peut pas ni la nier ni l'éradiquer complètement. Oui, c'est ça. C'est ça, et de montrer que finalement... sans violence et sans plaisir non plus. Oui, parce qu'ils fument, ils se droguent en plus. Alors là, vous n'allez pas vous mettre les bonnes, surtout en ce moment, vous savez qu'il ne faut pas trop dire n'importe quoi. Là, je ne sais pas, vous ne les mettez pas dans votre poche, ils vont... Non, mais là, je ne sais pas si c'est au niveau du timing judicieux ou pas, parce que je sais pas... Non, mais moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est... Alors après, en même temps, ils se droguent au Valium, ils n'ont pas des grosses drogues dures, quoi. Il n'y a pas de LSD, on n'en est pas encore là, quoi. Encore que... Ouais, tout est possible, ça que vous allez me dire. Oui, tout est possible. Non, mais vous êtes quand même pas l'artiste qui pense qu'il faut se droguer pour arriver à... Non, je provoque un. Non, mais... Vous savez, ça a eu de la période aussi, des années 70, où il fallait prendre du LSD, Burroughs et d'autres, et où ça conduisait à... un état de conscience. Ou un état de conscience supérieure, on va dire, artistique, quoi, où l'art pouvait enfin s'exprimer sans barrière, sans quoi que ce soit, quoi. Bon, après, je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire. Bon, après, chacun son trip. Non, mais voilà, moi non plus, je pense pas. Non, mais je pense pas non plus chez vous, quoi. Mais moi, je pense que c'est justement intéressant, ce fait. Alors après, c'est vrai, c'est violent, c'est choquant, mais il faut le prendre comme quelque chose qui est là pour interpeller. Oui. Ah oui, en fait, je pense qu'il y a aucune scène qui est gratuite, en fait. Il y en a 2-3, c'est tout. En plus, ils ne sont pas si nombreuses que ça. Non, c'est pas... le livre n'est pas une excuse pour déverser de la violence ou tout ça, non. Non, mais je trouve ce qui est bien, c'est qu'il interpelle sur la société. Quelle société on veut ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue comme ça, on arrivera à cette société aseptisée. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne chose. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tort sur tout. Non. Comme si j'aurais raison, moi, mais justement, je pense sur tout. Aucun des partis n'a raison ou tort sur tout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que même dans notre vie quotidienne, on est en permanence en train de se dire,
je sais pas, je suis végétarien, mais en même temps, j'ai des chaussures en cuir. Donc, comment je négocie avec moi-même cette contradiction, ce paradoxe je suis pour l'écologie, mais en même temps, j'aime bien les choses en packaging individuel. Je prends des bains un peu longs, je laisse le robinet couler. Tout ça, c'est vous? Non, c'est pas moi personnellement, mais c'est des exemples qui sont faciles à comprendre en fait. On est en permanence en train d'être avec nos contradictions, d'être avec nos contradictions et surtout de se dire oui mais ça va, j'en fais assez. Je suis quand même encore du bon côté quoi. On est tout le temps en train un petit peu de se de s'excuser oui, de s'excuser auprès de soi-même, je pense. Ouais. Mais c'est ça qui est je trouve qui est intéressant, c'est que elle nous interroge, d'abord, comme vous dites, jusqu'où on est et ce qu'on veut faire, et jusqu'où on a accepté d'aller, de ne pas aller, quoi. Oui, les concessions qu'on a faites, qu'on n'a pas faites. Le confort, en fait, aussi, notre confort peut nous amener à ne pas agir, à rester dans un individualisme qui est un peu une manière de botter en touche. Et voilà, oui. Je pense que, de toute façon, quand on est vraiment engagé, finalement, il y a une sorte de sacrifice de soi. Oui. Et du coup, c'est pas forcément facile à une époque où on est plutôt dans un individualisme un peu confortable, où c'est facile de mettre un hashtag, je sais pas quoi, et puis de se dire ça y est, j'ai fait mon petit geste, et du coup, je suis du bon côté. Mais finalement, dans toutes nos actions au jour le jour, peut-être que le message qu'on envoie est pas le même, en fait, n'est pas le bon, et peut-être qu'on se raconte des histoires. Je pense qu'on s'implique plus assez comme on le faisait autrefois, quoi. Ouais. Alors, après, parfois peut-être de façon extrême, mais pas toujours. On devient aseptisé, quoi. Ouais. Alors que la voie est peut-être au juste milieu. Oui, je pense que c'est ça, en fait. C'est toutes ces questions-là que... À la fois accepter qu'on peut avoir des moments de plaisir, de débordement même, qui sont les siens, qui ne seront pas ceux du voisin, mais qu'on peut vivre avec les uns les autres. Ouais. Ça me paraît correct, juste. Ça me va. Alors, le prochain, ça sera pour quand? Même sujet, déjà une idée, ou alors... je sais pas encore. Je commence un petit peu à jouer avec des idées, et puis j'aimerais bien écrire en anglais, en fait. Mais là, moi, je pourrais pas vous lire, vous êtes dur. Mais non, je sais pas. Là, il y a déjà un peu d'anglais, il y a des phrases de chansons, de philosophes. Moi, j'aime bien, d'ailleurs, que vous traduisez, d'ailleurs, en bas, comme ça, au moins, comme moi, quand on parle pas ni l'anglais, on peut comprendre. Oui, c'est traduit, et puis c'est aussi faire entrer la pop culture, en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de toute la mythologie, etc. Oui, alors la pop culture, la pop culture est là aussi, c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, justement, il n'y a pas que le côté très intello, il y a aussi le côté culture populaire qui entre en ligne de compte. Jeu, oui, bien sûr. Oui, donc le prochain en anglais, alors, vous me disiez. Pas sûr, non. En tout cas, c'est une possibilité parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais moi, là, je commence. Disons, tous les horizons sont ouverts. Voilà. En tous les cas, nous, on a apprécié celui-là. Puis maintenant qu'on vous a découverte, on va continuer à vous suivre si vous le voulez bien. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain. Alors, si c'est en anglais, on fera un effort, on se fera lire ça. Je traduirai. D'accord, promis, je vous prends au mot, vous viendrez. Voilà. Ça marche, merci beaucoup. Merci en tous les cas. Et puis on essaiera de voir un peu ce que vous faites en tant qu'artiste, parce que je pense que ça doit être pas mal. Je crois que c'est exposé dans une galerie où on peut le découvrir sur Internet. J'expose de temps en temps, mais sinon j'ai un site internet alisemeris.com. Les chroniques de PVL sur RJR.